Harcelées, insultées, violentées parfois physiquement, les personnes homosexuelles, malgré les avancées législatives et sociales, restent trop souvent victimes de discrimination. On en parle tout de suite sur le plateau de Dis-moi tout. L'homophobie, c'est que c'est des gens qui sont contre l'homosexualité. Si tout le monde vient de l'homosexuel, il n'y a pas de population qui va grandir alors. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter. Il y a place pour eux, il y a tout ce qu'il faut pour eux. C'est la même que nous, mais juste que chacun son choix. Et je suis né d'une religion musulmane. Et chez nous, dans plusieurs religions, c'est interdit, c'est pas acceptable. C'est une personne normale comme nous tous. C'est pas qu'il soit gay ou lesbienne que il y a un truc qui change. C'est une personne humaine comme nous tous. Bienvenue à tous. On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas homosexuel, mais vous avez un fils homosexuel? Oui. On en parle dans un instant. Stéphane Ducamp, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'association Horizon. Donc vous luttez justement pour effacer les discriminations, pour que l'on vous accepte tel que vous êtes, lesbienne, gay, trans, bi. Vous luttez donc pour les droits de toute cette communauté. Huguette, bonjour. Vous êtes lesbienne. Ce mot vous choque ou c'est comme ça qu'on doit le dire? C'est comme ça qu'on doit le dire. Voilà, vous êtes en couple depuis 25 ans. Depuis 25 ans, oui. Et vous êtes mariés? Et on s'est mariés il y a 1 an. Okay. Donc, voilà. Donc vous allez nous apporter vos témoignages dans un instant. Antoine Ouen, vous êtes notre spécialiste et vous êtes psychopraticien. C'est comme ça que l'on dit. Oui, voilà. Je vais commencer donc avec vous, Sylvie, puisque vous représentez aujourd'hui votre fils. Racontez-nous votre histoire. Alors mon fils, lui, a eu un départ un petit peu difficile puisqu'il est né avec une ambiguïté sexuelle. Ce qui veut dire sexe indéterminé. Donc il a été enregistré au niveau de l'état civil comme sexe indéterminé, donc pas marqué sur notre livret de famille, qu'au bout d'1 an, une fois que son sexe d'élevage, comme on dit ou comme on disait à l'époque, avait été finalisé au niveau médical. Et au bout d'1 an, il était marqué sur notre livret de famille. Alors, je comprends bien ce que vous venez de me dire. Donc, vous avez eu votre enfant qui avait donc un problème. On ne déterminait pas s'il était fille ou garçon. Donc, dû à ce problème physique, on a refusé de le mettre sur le livret de famille. C'est très violent, non? C'est très, très violent, oui. Oui, oui parce comment vous l'avez vécu, ça, Sylvie? C'est éprouvant parce que l'enfant il n'existe pas, quelque part il n'existe pas puisqu'il n'est pas reconnu au niveau, au niveau de notre famille il est reconnu, mais au niveau de la société il n'est pas reconnu. Et même à la maternité, il avait son petit bracelet qui était marqué bébé, il n'y avait même pas son prénom marqué dessus. Il est né avec une micro-verge, ouais. Et il n'avait pas de méa urinaire. Donc il fallait réparer ces choses-là pour ne serait-ce pour faire pipi normalement. Normalement, ouais. Parce que là, si on l'avait laissé en l'état, il ne pouvait pas faire pipi normalement. Donc à l'école, ça aurait été plus que gênant, quoi. Problématique, ouais. Donc il a eu des grosses interventions, donc il a eu des greffes pour reconstituer le canal de l'urètre qu'il n'avait pas, et pour réparer cette micro-verge. Bon, après il n'avait pas d'organe féminin à l'intérieur, donc c'était quand même un cas plus simple. Mais après, bon, il a eu un parcours médical assez lourd, quoi. Et il a été victime donc de son apparence tout au long de sa vie, d'homophobie. Oui, alors même petit, alors qu'on ne pouvait pas parler d'homophobie, mais petit, oui, à l'école, parce que en fait, il avait un sexe qui n'était pas tout à fait comme les autres.
Donc ça a commencé à l'école primaire où il a subi dans les toilettes voilà, des moqueries. T'as pas le même sexe que nous. Et puis après, bon, bien sûr, au collège, enfin, à l'école primaire, bon, t'es une fille, ah oui, on sait pas ce que t'es. Donc là aussi, beaucoup de moqueries. Et puis après au collège aussi, hein, donc collège dans les vestiaires, c'était et montre-moi ton sexe, espèce de PD, t'es une pute, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre. Donc en fait après il n'allait plus au WC parce que il avait peur d'aller aux toilettes. Hein, à cause de tous ces comportements. Oui, à cause il de rentrait dévasté, je suppose, à la maison. Oui, oui, il en a beaucoup souffert. Alors bien qu'il soit dans la provocation, parce que Renan après à l'adolescence a été... Il a essayé d'exister. Voilà, tout à fait, il a essayé d'exister, donc il était dans la provocation. Mais néanmoins, il a beaucoup souffert de tout ça. Et en fait, il voulait témoigner. Il a témoigné d'ailleurs. Stéphane, je crois que c'est le premier qu'il ait entendu. Avec Christophe, parce qu'il avait besoin d'en parler et il voulait que ça se sache en fait. Il a fait des témoignages en tant que jeune homosexuel pour essayer que ça se sache et que bon, qu'il soit considéré quoi. Antoine, ouais, dites-moi, l'homophobie, c'est ça? C'est des insultes au quotidien? Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? Alors l'homophobie, c'est la peur, le rejet de l'homosexualité, pardon. Contrairement à une phobie comme l'agoraphobie, par exemple, qui est la peur de la foule, là on est plus sur un phénomène social et culturel. Donc chez des personnes hétérosexuelles homophobes, bien sûr, ça va être aussi pour un peu normaliser l'hétérosexualité, en passant par l'homophobie. Comment un enfant qui subit ce genre, qui subit ces insultes, comment il rentre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, c'est par rapport à la construction identitaire, il y a beaucoup de difficultés, de souffrances. Et voilà, qu'on est quand même dans une société où il y a les catégorisations. Donc déjà, c'est ce que j'entends un peu dans ce que vous dites. C'est effectivement, c'était pas les mêmes codes pour lui. Du coup, il n'était pas intégré. Il y avait ce rejet dès l'école primaire, apparemment. Et donc, du coup, ça met effectivement la personne en souffrance par rapport à ça. Et du coup, Sylvie nous dit, il a été, pour exister, il a été obligé d'être dans la provocation. C'est un phénomène normal, c'est une attitude aisément compréhensible. C'est compréhensible dans le sens où on va être dans une affirmation de soi, par cette provocation, le besoin aussi de s'affirmer, de montrer qu'on est là, qu'on a une identité. Donc en jouant peut-être sur la différence, sur la provocation, ça peut passer par plein de choses. Mais là, effectivement, pour le cas de votre fils, c'était la provocation alors. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, Sylvie? Qu'est-ce qu'il faisait au niveau vestimentaire? Donc, il était excentrique? Très, très, très excentrique. Il s'habillait en fille, il se maquillait, il avait un code très particulier. Mais bizarrement, comment dire, il faisait peur en fait. À un moment donné, il a fait peur dans sa façon de s'habiller. Alors il était dans la provocation, mais quelque part aussi, je pense que ça l'a un petit peu protégé parce que du coup, comme il est très grand, en fait, il impose. Il en impose. Enfin, ça, c'était un peu plus tard quand même. Ouais. Qu'au collège, non, il se promenait avec des écharpes, avec voilà, il se maquillait avec il me prenait mes vêtements en fait. Il me prenait mes vêtements. Il en parlait avec vous? Il essayait de se confier pour soulager sa peine? Oui, il en a toujours beaucoup parlé avec nous. Et on l'a toujours écouté. Il a un frère, il a une sœur? Il a un frère qui est plus âgé. Comment ce frère a pris la venue de ce frère différent, entre guillemets? C'était difficile pour lui. Vous avez dû le faire accompagner également? Oui, il a été accompagné et pour lui ça a été difficile. Oui, maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que je pense que c'est pas facile non plus pour quand on a un enfant comme ça qui naît dans une famille,
c'est quand même déstabilisant. Et puis Renan, bon, malgré tout, bon, comme il a eu quand même beaucoup de problèmes médicaux, il a fallu, dès sa naissance jusqu'à tard dans sa vie, aller à l'hôpital. Donc automatiquement, je pense qu'on a délaissé peut-être un petit peu notre autre fils. Donc bon, c'était difficile aussi pour lui, quoi. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Renan, il est en métropole, il est à Toulouse, il fait un bac pro communication graphique et plurimédia. Mais est-il en accord avec lui-même aujourd'hui? S'est-il trouvé? Pas entièrement, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux quand même. Qu'est-ce qui l'a aidé? Le fait d'être parti? Je pense, le fait, il a eu une première expérience en Belgique qui a été négative, mais qui je pense, l'a fait mûrir. Et puis là, depuis qu'il est à Toulouse tout seul, il a fallu qu'il gère son quotidien, une nouvelle école, et bon, il s'est quand même bien débrouillé. Je pense que c'était bénéfique. Après, bon, il y a des jours où le moral n'est pas toujours là, mais bon, on est toujours à son écoute. Que ce soit moi ou son mari, mon mari, pardon. Et son mari aussi. Et son mari, voilà. Parce que bon, mon mari a toujours été un papa irréprochable par rapport à Renan, quoi. On a toujours été beaucoup dans l'écoute. Là pour lui, oui. Vous l'avez soutenu. Huguette, vous êtes créole, hein. Sylvie donc est métropolitaine, les oreilles, comme on dit ici. Elle a soutenu, elle n'a pas abandonné son fils, elle l'a protégé, voire surprotégé, elle le disait. Vous, lorsque vous avez appris votre homosexualité, vous en avez parlé autour de vous, dans votre famille, et comment ont-ils pris la chose? Moi, c'était tard en fait. J'ai pas été comme il y a certains. Pas petit. Voilà. Des adolescents. La révélation est venue plus tard. Voilà. Moi, c'est passé. Voilà. J'ai rencontré mon épouse. Oui. Et donc, on est parti en métropole. Et sur le coup, comme toutes les familles réunionnaises, on n'en parle pas de la sexualité, on n'en parle pas. C'est tabou. Donc voilà, c'est tabou. Donc je suis partie en métropole et voilà. Et puis ma famille savait que c'était avec une femme. Donc après, ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi. Bon, ma mère n'était pas d'accord parce que je partais, mais bon, après que le fait que ce soit avec une femme, je pense que c'est pas ça qui l'a dérangé. Donc après, on est parti vivre en métropole et je pense que voilà, là-bas. On était loin de la famille, donc, mais j'avais des frères qui étaient en métropole, donc ils nous recevaient, il n'y avait pas de souci. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là, de ce côté-là, en fait. Dans la rue, vis-à-vis des étrangers, etc., quand on est deux femmes, c'est plus facile en métropole ou c'est plus facile à La Réunion? C'est plus facile en métropole, forcément, parce que il n'y a pas les candidatons, voilà, les ladilafés, il n'y en a pas, donc voilà. Après, c'est vrai que on a vécu là-bas 25 ans, donc voilà. C'est plus quand on est revenu ici que... C'est quand vous êtes venu ici que vous avez rencontré l'homophobie. Comment ça s'est manifesté? Surtout dans le travail. Donc moi, je suis fonctionnaire en disponibilité depuis 4 ans, 5 ans même, là, ça va faire 5 ans. Donc je demande des postes, je demande un poste, et voilà, ça fait 4-5 ans que je n'ai pas de poste. Mon épouse est venue avant moi pendant 1 an, donc moi je suis restée en métropole, donc j'ai fait des demandes de mutation pour pouvoir avoir un poste, donc j'ai pas de poste. À l'heure actuelle, je suis en disponibilité et j'ai toujours pas de poste. Donc on me dit qu'il n'y a pas de poste. Et elle a subi l'homophobie dans son travail parce que pendant 1 an tout allait bien. Au moment où il fallait déclarer qu'elle vivait avec une femme et que voilà. Donc pour le rapprochement de conjoints, il a fallu déclarer ça. Ouais. Donc il a fallu déclarer et c'est là que elle n'était pas compétente. On l'a changé de service on l'a changé de service parce que ça allait pas. Donc après, au bout d'1 an, elle a été encore changée de service. Donc au bout de 2 fois, elle a commencé à dire il va peut-être falloir. En fait, elle n'est même pas venue en mutation, elle est venue en détachement. Pour demander son intégration, normalement,
Au bout d'un an, on peut demander une intégration. Donc, soit c'est la personne qui demande, soit c'est l'administration. Donc, après, apparemment, elle a eu des problèmes par rapport à ça. Donc, voilà. Oui, les problèmes sont arrivés du jour où elle a déclaré qu'elle était avec une femme. Et vous souhaitiez travailler dans la même administration voilà. qu'elle? Oui, parce que en métropole, je travaillais dans l'administration. Donc, voilà. Donc, dans la même administration. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous faites vos demandes? Qu'il n'y a pas de poste. Depuis 5 ans, il n'y a pas de poste. Alors qu'elle, à l'intérieur de cette administration, de cet établissement, elle sait qu'il y a des postes. Elle voit les gens qui sont venus. Donc, voilà. Stéphane, oui. Oui. C'est de l'homophobie. C'est l'homophobie. Pour moi, c'est silence. Hein. C'est ce qui va compter dans... C'est pire que les insultes, ce genre de comportement, c'est ça? Oui, c'est pire que les insultes. C'est pour moi un DRH qui, pendant 4 ans, refuse de recevoir les gens. C'est-à-dire que c'est... Voilà, on ne vous le dit pas, mais vous n'êtes pas le bienvenu. C'est exactement ça. Donc, on vous met toujours dans une situation d'exclusion permanente. Donc, c'est... Bon, je n'amoindris pas le fait de se faire traiter de PD, de grosse gouine. PD, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier en l'occurrence, avec le suicide de Jérémy. Ce sont des actes homophobes à part entière. Mais il y a ce harcèlement au quotidien qui existe. Moi, je l'ai vu au travers de jeunes, en l'occurrence, qui, par exemple, un jeune qui travaillait, qui était dans une équipe, et à chaque fois, les autres savaient qu'il était homosexuel. Et à chaque fois, on lui disait « laisse, c'est un travail d'homme ». C'est-à-dire, quand ça se répète tous les jours, quand vous le vivez tout le temps, c'est quelque chose qui, à la fin, va vous atteindre. Vous allez vous retrouver dans un état dépressif. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme, en fin de compte, qui a fait une dépression et qui a dû s'arrêter pendant 6 mois. Pour moi, l'homophobie, c'est avant tout ça. Qu'est-ce qui vous pousse au suicide pour moi? Qu'est-ce qui vous pousse, qui vous met en difficulté? C'est le silence des autres. Et c'est aussi le silence à l'intérieur de la famille. J'admire Sylvie, justement, dans l'accompagnement qu'elle a pu avoir de son gamin, parce que ça a été quand même un accompagnement permanent. Je le vois chez d'autres, comme ça, qu'on n'arrive pas à se... moi, je redoute une chose. Quand un parent dit à son enfant, qui lui annonce son homosexualité, « je t'aime quand même ». Il faut imaginer le poids de ce que ça veut dire « quand même ». Quand même. On aime, dans la langue qui est la nôtre, on aime simplement. C'est pas un quand même. On n'aime pas malgré tout. Malgré tout, ouais. Et pour moi, je trouve ça très regrettable. C'est-à-dire que vous allez, pour revenir sur le vocabulaire justement, vous allez vous faire embaucher, et vous dire, voilà, vous êtes homosexuel, ce qu'on appelle la discrimination positive. Ça nous dérange pas du tout. Ouais. Pourquoi ça vous dérangerait déjà? C'est un peu la question qu'on a envie de poser juste derrière. Moi, je suis gêné par ce vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est pas. Je vous dis. Pour moi, c'est pas ces insultes qui comptent, c'est le comportement dans la société, c'est cette volonté d'exclure les gens. Voilà, parce qu'il est différent. Il est différent. Mais dans le cas du guet, par exemple, quel est son recours? Est-ce que quand on est insulté en permanence, ben, on fait comme les autres, on va à la gendarmerie, ou on va faire une main courante à la police? Alors il y a des institutions en France. Hein. On a la chance d'avoir l'ancienne EALD qui est devenue maintenant le défenseur des droits. Là aussi, d'abord parce qu'on est dans les services de l'État. Donc prévenir et informer le défenseur des droits, ça reste l'une des premières démarches. Hein. De toute façon, dès que vous avez affaire à ce type de comportement, c'est valable pour l'homophobie, mais c'est valable pour le sexisme, c'est valable pour tout comportement excluant au sein de la fonction publique. Et dans tout ce qui est public, de toute façon. De la même manière. Porter plainte, oui, ça reste la chose la plus importante. C'est pas toujours très adapté de porter plainte. Quand on va à la gendarmerie, on ne va pas forcément être très bien reçu. Ça, c'est compliqué. Gendarmerie à la police. Moi, je l'ai vécu de la même manière. Hein, quand gentiment, j'ai eu affaire aux gendarmes, où on m'a dit mais vous savez, monsieur Ducamp, on va fouiller dans votre vie privée. J'ai dit attendez, c'est moi la victime, c'est pas moi le coupable. Donc, faut pas confondre. Ensuite, vous êtes victime d'homophobie. Moi, c'est important pour moi de le dire. C'est pas parce qu'on est victime d'homophobie qu'on est homosexuel. Moi, voilà. Si je traite quelqu'un de sale nègre alors qu'il est blanc, je suis désolé, c'est du racisme. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va compter, c'est l'intention qu'on met. C'est pas du tout à la personne de se justifier ou de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle. Pour moi, ce que j'inviterais toujours quelqu'un qui est victime
d'agression homophobe, raciste ou quelconque, c'est en tout cas d'écrire au procureur de la République. C'est une chose qui est essentielle et qui fonctionne très très bien. Vous envoyez à recommander au procureur de la République, l'adresse est facile à trouver. Et là, de toute façon, on est obligé de réagir, c'est-à-dire que l'État est obligé de réagir et généralement on convoque très rapidement la personne dans une gendarmerie ou un service de police, de manière à ce que la personne apporte un témoignage sur le sujet. Voilà. C'est quoi faire d'autre? Je pense qu'à se faire accompagner psychologiquement quand on est victime de harcèlement, ça reste quelque chose d'important. Survivre à ça. Les gens qui sont dans des situations de harcèlement au niveau homophobie, discrimination, sont des gens qui sont dans une souffrance énorme. C'est-à-dire que c'est invivable. Mais vous parliez, vous disiez, bon, quand on est insulté, au moins, voilà, on a une preuve. Comment, dans le cas d'Huguette, elle peut prouver qu'elle est victime d'homophobie? La question, elle est simple, c'est que ça fait 4 ans que ça dure. Si entre deux, il y a des postes avec son statut qui ont été proposés, ça veut dire que d'un autre côté, on a gentiment oublié de lui proposer à elle. Quand un DRH, moi je le maintiens, ne reçoit pas un employé, alors que c'est sa fonction première, il y a un problème technique. Voilà. C'est pas à Huguette de se justifier de savoir pourquoi elle n'a pas été reçue, plus, j'allais dire, au DRH de justifier pourquoi il n'a pas reçu la personne. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui paraissent évidentes. Comme je dis, hein, ça n'est pas forcément de l'homophobie, mais en tout cas, ça peut être sous-entendu comme de l'homophobie. Et je pense que là-dessus, c'est là aussi l'accompagnement qu'on fait. Le but, c'est d'aider les personnes, avant tout, à pouvoir engager des poursuites, parce que ces poursuites, elles sont aussi salvatrices. Hein. C'est-à-dire que moi, je le sais, l'ayant vécu en termes d'homophobie, le fait de construire une démarche personnelle et d'être accompagné pour faciliter cette démarche, ça permet de combattre réellement l'homophobie. C'était le cas de Renan, en l'occurrence, quand il a été victime d'homophobie, quand il était au collège. Il a été accompagné, que ce soit par Christophe d'SOS Homophobie, des choses comme ça. Et je trouve que c'est essentiel de se faire accompagner. Tout seul, on est en train de ruminer le problème. Moi, j'ai rencontré Huguette. Et on tombe dans la dépression et on peut commettre donc l'impardonnable. Et puis, c'est valable pour sa conjointe. Vous êtes mal dans votre peau. Ce qui fait qu'elle, elle travaille, elle a son poste. Ça la met donc en difficulté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Ce qui fait que ce qu'on lui reproche à sa conjointe, en l'occurrence, dans son travail, pour moi, c'est justement issu d'une situation qui est elle-même issue de l'administration. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez votre conjoint, ça fait 4 ans qu'il attend pour avoir un poste, on ne lui donne toujours pas, et vous vous dites qu'il y a un problème. Depuis que vous avez annoncé que vous étiez en couple avec une autre femme, c'est marrant, ça va encore moins bien. Donc la situation psychologique dans laquelle vous êtes, en fin de compte, elle est issue du comportement de l'administration. Pour moi, c'est... Je pense que M. Antoine Owen serait plus à même encore d'en parler. On va le dénoncer. Oui, Antoine, vous pouvez effectivement apporter de l'eau au moulin de ce que vient de dire Stéphane, mais je voulais aussi parler... Alors, il y a l'homophobie telle qu'on vient de le décrire, et puis il y a l'homophobie intériorisée. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie intériorisée? Alors, qu'est-ce que c'est que l'homophobie intériorisée? Voilà, depuis qu'on est tout petit, on fréquente des groupes, etc. Et on intègre des pensées, on va dire, communes sur des idées, des représentations sur des objets. Par exemple, je sais pas, les femmes, elles sont toutes douces, les hommes, ils sont forts, musclés, etc. Pleurer, voilà. Alors c'est le genre d'idée qui peut dériver vers aussi des discriminations, des idées discriminantes. Donc ça va être, par exemple, chez les homosexuels, les hommes sont efféminés. Ils travaillent dans la coiffure. Les femmes lesbiennes vont être des camionneuses. Voilà. Les clichés qu'on enregistre nous-mêmes. C'est vrai. Alors une personne qui va être dans sa construction identitaire au niveau sexuel, donc qui se pose des questions sur l'orientation sexuelle, elle a déjà tout ça, elle a intégré tout ça. Donc de fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura une contradiction entre ce qu'elle désire vraiment, son désir au niveau de son objet d'amour, et en fait tous ces préjugés qu'elle peut avoir là-dessus. Elle s'autocensure. Voilà, en fait. Elle s'autocensure, donc il y a cette dissonance qui fait qu'au final, la personne peut aller vers des conduites autodestructrices. Donc addiction, ça peut être justement, comme on parlait de dépression, ça va être un repli sur soi, de l'isolement, ou au contraire, beaucoup d'agitation, mais tout le temps dans quelque chose de... Comment dire, de l'ordre de la pulsion de mort finalement. Et ça peut aller
effectivement vers des tentatives de suicide, voire vers le suicide. Et c'est ce qui se passe. On retrouve notamment au niveau de l'adolescence, donc chez les jeunes, on va dire entre 18 et 24 ans, c'est l'une des premières causes du suicide. Ça va être l'orientation sexuelle, la peur du regard de l'autre, le rejet et aussi le rejet de soi-même. Ce qui n'est pas dit forcément, en tout cas ici à La Réunion, dans tous les journaux, quand on recense malheureusement les suicides. Moi je voulais savoir, Sylvie, pourquoi est-ce que vous avez voulu témoigner aujourd'hui? Pourquoi j'ai voulu témoigner? Pour dire aux personnes que derrière chaque être se cache une histoire et qu'on n'a pas le droit, sous prétexte qu'elle ait cette étiquette ou une autre étiquette, de la rejeter. On est des êtres humains et à ce titre, on a le droit d'exister, quelle que soit notre histoire et quel que soit le choix qu'on ait fait. Pourquoi il était important pour vous, Huguette, d'être sur ce plateau et de tout nous dire? Parce qu'il faut qu'on change, il faut que les gens changent, on est dans une société où ça évolue, donc il faudrait que voilà, tout ça change. Le temps nous est malheureusement compté. Et je vous remercie à tous d'être venus. Merci d'être venus apporter votre témoignage. Nous attendons vos réactions sur Facebook, réagissez. Et nous vous attendons également sur le plateau de Dis-moi tout pour aborder les sujets que vous voudrez. À très vite.